Et donc, le général nous est venu dans la peau d'un Rawlings, Jerry Rawlings. Mais avec le temps, on constate, si hier il était un Jerry Rawlings, aujourd'hui il aspire à être un Paul Kagame, et peut-être demain il voudra être le Paul Biya de la Guinée. 3, 2, 1. J'ai mon invité en ligne, M. Alpha Kolla Baldé, si vous m'entendez. Bonsoir et bienvenue sur Africa Midi. Monsieur Ba, bonsoir. Est-ce que l'écoute est favorable? Je vous entends bien, je vous entends. J'espère que vous m'entendez bien aussi. C'est un plaisir de vous avoir sur Africa Midi. Vous êtes président du mouvement Alliance pour la démocratie, qui a été créé depuis mai 2020. Une année après, le 5 septembre 2021, il y a un coup d'État en Guinée. Le président Alpha Condé est déchu et depuis, c'est Mamadi Doumbouya qui est à la tête. Vous, en tant que président de ce parti, vous, M. Baldé, comment avez-vous reçu ce coup d'État? Est-ce que vous étiez de ceux qui étaient sceptiques? Est-ce que vous étiez des optimistes? Étiez-vous de ceux qui ont applaudi? Alors, merci, M. Ba, pour l'opportunité offerte. Vous voulez me permettre de transmettre mes salutations fraternelles à vos panélistes. Également, transmettre une vague de respect et d'appréciation à vos fidèles auditeurs et par extension à l'ensemble du peuple de Guinée. C'est un agréable plaisir pour moi d'avoir cette opportunité d'échanger avec vous et vos fidèles auditeurs. Alors, effectivement, comme vous venez de planter le décor, nous sommes tous réveillés ce matin du 5 septembre 2021 avec l'annonce d'un coup d'État militaire qui était venu mettre fin à un coup d'État constitutionnel. Alors, naturellement, ceux-là qui s'étaient battus pour le respect des règles, le respect de l'état de droit, le respect de la Constitution, dans une certaine mesure, ont accueilli cela avec une forme de réjouissance. Et nous faisons partie de cela, il faut le dire. Mais nous avons également accueilli cela avec beaucoup de caution, beaucoup de réserves. Et c'est l'occasion d'ailleurs de rappeler que nous sommes peut-être la seule ou l'une des rares formations politiques à n'avoir pas fait de communiqué officiel pour féliciter le coup d'État. Donc, nous avons pris acte et nous avons caressé l'espoir que ce coup d'État, qui ne nous a pas du tout surpris d'ailleurs, on s'attendait à ça. Nous avons caressé l'espoir que ce coup d'État allait être l'opportunité pour la Guinée de repartir sur de nouvelles bases. D'accord. Oui. Vous aviez vraiment espoir. Bon, disons, comme je l'ai dit, espoir avec une dose de réserve. D'accord. Un espoir avec une dose de réserve. 3 ans après, bientôt, 4 ans, on a toujours le CNRD à la tête de la Guinée. Dites-moi, quelle est votre appréciation aujourd'hui? Si je vous posais la question, qu'avez-vous retenu du CNRD? En peu de mots, globalement, je ne vous demanderai pas de faire tout un bilan, le temps ne va pas nous permettre, mais qu'est-ce qu'avez-vous retenu essentiellement du CNRD? 3 ans, bientôt 4 ans. C'est une excellente question, M. Ba. Je voudrais préciser qu'aujourd'hui, je prends la parole pas pour convaincre, mais pour réveiller. Mes mots n'ont pas pour objectif de forcer l'adhésion, mais simplement de révéler l'évidence. D'accord? Et l'évidence, aujourd'hui, après 3-4 ans de gestion du CNRD,
L'évidence est que la transition est devenue une trahison. L'évidence aujourd'hui est que le général était venu pour changer le système. Et c'est le système qui a fini par le changer. L'évidence aujourd'hui est que certains voudraient transformer la Guinée en un camp militaire. Un camp militaire où tout le monde est au garde à vue. Oui, mon général. Merci, mon général. Vive le général. L'évidence aujourd'hui en Guinée, c'est que nous assistons à ce que nous appelons la macanéranisation du peuple. La macanéranisation, c'est un concept qui consiste à changer, transformer la vérité en mensonge, le mensonge en vérité, pour manipuler l'opinion publique pour des intérêts personnels. L'évidence, pour finir aujourd'hui, c'est que la transition qui aurait dû être une passerelle est devenue une destination. La transition qui aurait dû être un pont est en train de se transformer en une prison. Et donc, il est impératif que toutes les forces patriotiques, conscientes et responsables, se réveillent de ce profond sommeil pour créer une synergie d'action pour aider à sortir ce pays de l'ornière. Nous ne sommes pas contre une personne, nous ne sommes pas contre des personnes, mais nous sommes pour un idéal. Et cet idéal, c'est une Guinée de liberté, une Guinée de dignité, une Guinée de justice, d'égalité et de développement. Et donc, cet idéal, nous sommes prêts à mener le combat jusqu'au bout et nous sommes persuadés que la victoire est déjà de notre côté parce que la vérité finit toujours par triompher. D'accord. Vous avez dit que c'est le système qui a fini par changer le général, M. Baldé. Le général n'était-il pas le système avant d'être aujourd'hui président de transition? Alors, voyez-vous, lorsqu'on dit que c'est le système qui a fini par changer le général, nous nous efforçons en tant qu'individus de ne pas faire ce qu'on appelle des procès d'intention. Voyez-vous, il est très facile de catégoriser les gens et de faire des jugements de valeur. Nous avons appris à juger l'homme par ce qu'il dit et par ce qu'il fait. Et c'est ainsi que nous sommes de l'école de ceux qui pensent que la dignité, c'est la parfaite harmonie entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et donc, lorsque le général, en ce moment colonel, a fait irruption sur la scène politique le 21 septembre 2021, il nous a tenu un discours de rupture, un discours de refondation, un discours de renaissance, un discours qui consistait à tourner la page sur les erreurs du passé. Bref, il a tenu un discours que, franchement, tous ceux qui aspirent à la liberté, à la dignité, se sont retrouvés au sein de ce discours-là pour dire qu'aucun Guinéen ne devrait mourir dans le vide, que la politique ne devrait pas être une source de division, qu'il était contre, n'est-ce pas, la personnalisation du pouvoir, qu'il ne voulait pas de mouvement de soutien, qu'il faut le respect des règles, qu'ils ne sont pas venus pour blaguer avec le pouvoir. Ça, c'est son expression. Nous ne sommes pas venus pour jouer et blaguer avec le pouvoir. Nous sommes venus pour faire un travail. Et donc, le général nous est venu dans la peau d'un Rawlings, Jerry Rawlings. Mais avec le temps, on constate, si hier il était un Jerry Rawlings, aujourd'hui il aspire à être un Paul Kagame, et peut-être demain il voudra être le Paul Biya de la Guinée. Heureusement, ou malheureusement pour nous, et peut-être malheureusement pour ceux qui pensent comme lui, la Guinée ne sera pas le Rwanda, la Guinée ne sera pas le Cameroun. Et donc, c'est pourquoi je dis qu'il est venu et il a promis de changer le système, mais la réalité, l'évidence aujourd'hui, c'est que c'est le système qui a fini par le changer. Donc,
voilà un peu la lecture que j'ai de la chose. On aurait pu dire que Rawlings aussi était du système, mais il est venu issu du système avec une intention de changer le système. Et ça s'est traduit. Et nous avons vu cela un peu partout à travers le monde. Et donc, ce n'est pas parce que forcément on est d'un système qu'on ne peut pas être un instrument de transformation de ce système. Et c'est ce qu'on attendait du général. Mais, comme je l'ai dit, malheureusement, en tout cas pour le moment, à moins que le tir ne soit rectifié, c'est le système qui a fini par le changer. Donc, je disais que on est d'accord que Mamadi Doumbouya, il faisait partie du système si Alpha Condé fait partie du système, même si justement son objectif, l'annonce était de changer le système, puisque Mamadi Doumbouya dirigeait les forces spéciales au service du président Alpha Condé. Tout à fait. D'accord. Alors, passons à la question suivante. Monsieur Baldé, si vous le voulez bien. On a fait donc, vous, c'est ce que vous retenez de Mamadi Doumbouya. À son arrivée, il y a eu des consultations. Il y a pas mal de partis, des responsables politiques que j'ai reçus qui m'ont dit avoir été consultés pour rejoindre le gouvernement. Est-ce que vous avez été également contacté dans ce sens, qu'il s'agisse de M. Baldé, président du MAD, ou des membres de votre parti politique? Absolument, tout à fait. Affirmatif. Mais je dois dire qu'au niveau du MAD, nous avons privilégié, n'est-ce pas, le service inconditionnel à la nation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, au-delà des mémos que le CNRD avait sollicités de la part de la classe politique, je pense que nous sommes parmi les rares partis politiques qui sont investis pour vraiment aider à la réussite de cette transition. Parce que nous nous sommes dit qu'il faudrait qu'on fasse le tout pour que cette transition soit la dernière transition de notre pays. Parce que tout épisode de transition, ça met le pays en retard. Nous sommes déjà en retard depuis la période coloniale. De l'indépendance à notre jour, on ne fait que tourner avant. Et donc, nous avions vu l'opportunité de cette transition comme étant un moment de clarification historique, un moment de restauration, un moment de renaissance, un moment de refondation, le tout sanctionné par une réconciliation nationale pour, n'est-ce pas, démarrer sur de nouvelles bases et permettre à notre pays d'atteindre l'orbite du développement. Alors, nous avons rencontré... Nous avons. J'ai mes auditeurs de TikTok qui demandent d'élever un peu la voix. J'ai l'impression qu'ils disent que la voix n'est pas très audible du côté de TikTok. Si vous pouvez élever un peu la voix. D'accord. D'accord. Donc, je continue pour quelques minutes et vous me dites si ça m'a changé. Donc, je disais que nous avions cru qu'avec cette transition, que la Guinée allait atterrir à l'aéroport de la démocratie, dans la terre promise du travail, de la justice et de la solidarité. Et donc, nous nous sommes déployés sur le terrain. Mon équipe et moi, sous ma direction, nous avons rencontré la plupart des ministres du CNRD, à commencer par le Premier ministre d'alors, ministre de la fonction publique, ministre de l'administration du territoire, du commerce, environnement et autres. Nous sommes allés avec des programmes détaillés, des propositions concrètes au-delà de ce qui avait été sollicité, n'est-ce pas, de la classe politique. C'est-à-dire pour leur faire comprendre, voici ce que nous pensons, voici ce que nous proposons dans le cadre, n'est-ce pas, de la reconstruction de cette nation. Parce qu'encore une fois, pour nous, nous croyons et nous restons toujours fermes là-dessus que cette période que nous traversons actuellement, elle est aussi significative que la période des indépendances. En ce sens qu'elle est une période, n'est-ce pas, de clarification historique. Nous sommes à un carrefour, n'est-ce pas, à la croisée des chemins, et la direction que nous allons prendre, n'est-ce pas, dans les mois à venir, la direction que nous allons prendre dans cet intervalle-là, nous serons condamnés dans cette direction pour les 40, 50, 60 années à venir. Et donc, voilà pourquoi on s'est déployé, mais nous avons résisté à rejoindre le gouvernement. Il y a eu assez de sollicitations. Nous avons résisté à tout cela parce que nous sommes une formation politique avec une mission et une vision
et nous avons estimé que nous étions suffisamment prêts pour aller compétir sur le terrain politique à l'occasion de la fin de cette transition pour conquérir le suffrage universel et, n'est-ce pas, nous mettre au service de cette patrie que nous aimons tant. D'accord. Vous dites que la direction que va prendre cette transition est une direction qui peut durer 40 ans, 50 ans. Quelle est la direction que prend aujourd'hui la transition CNRD? Excellent. C'est une excellente question. Et vous allez me permettre ici de mettre cela en perspective parce que je voudrais vraiment que les Guinéens comprennent les enjeux. C'est extrêmement important. Parce que d'une manière ou d'une autre, si nous acceptons ce qui est en train de se faire, eh bien, nous aurons apporté notre caution. On ne pourra pas se plaindre plus tard. Parce que, voilà, nous tous, nous avons cautionné et donc nous avons consciencieusement ou de manière inconsciente, n'est-ce pas, exprimer notre accord. Donc, on ne peut même pas demander par après dire pourquoi Dieu accepte telle ou telle chose, parce que, voilà, comme toutes les religions le disent, Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que le peuple lui-même ne change pas ce qui est en lui-même. C'est-à-dire, c'est le principe hermétique universel qui dit as within, en anglais, as within, so without. C'est-à-dire, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire, le véritable changement, c'est un changement qui s'opère au niveau de la conscience collective intérieure du peuple. Lorsque le changement s'opère au niveau de la conscience collective, maintenant les forces de la nature et Dieu s'occupent de faire en sorte que ce qui est intimement au sein du peuple soit, n'est-ce pas, reflété par effet de miroir à travers les circonstances que nous traversons. Et donc, je reviens à la période des indépendances pour montrer le choix que nous avons fait pendant la période des indépendances qui a dans une certaine mesure conditionné le pays pour les 60 années que nous avons vécues. Et maintenant, nous sommes à une phase historique où un autre choix nous est présenté. Et donc, pendant la colonisation, à la période des indépendances, le choix était de savoir est-ce que vous voulez le développement ou bien vous voulez l'indépendance. C'est-à-dire, le système colonial avait présenté le choix collectif sous ces termes-là. C'est-à-dire, si vous voulez vous développer, acceptez de rester dans notre communauté et là, vous avez des chances à vous développer. Mais si vous refusez de nous rejoindre, vous risquez de ne pas de vous développer et donc faites votre choix. Et donc, en ce moment, nous, peuple de Guinée, à travers la voix des leaders historiques du moment, nous avons dit que nous préférons la liberté dans la pauvreté, l'opulence dans l'esclavage. Je veux que les Guinéens comprennent très très bien cela, parce que c'est effectivement cette phrase qu'il a eu à dire là, ce n'est pas juste une phrase rhétorique, ce n'est pas juste une phrase simple. C'était une phrase qui avait résumé une conscience collective de tout un peuple. Nous avons donc choisi quoi? Nous avons dit que nous choisissons la liberté dans la pauvreté. C'est-à-dire que même s'il y a une pauvreté dedans, nous choisissons cette pauvreté-là, mais nous refusons, n'est-ce pas, la richesse si ça doit se faire dans une domination ou dans l'esclavage. Donc, c'est le choix que nous avons fait. Aujourd'hui, le choix qui nous est présenté, c'est de nous dire choisissez la prospérité, mais dans une domination. C'est-à-dire, on va vous offrir le développement, mais acceptez la dictature. C'est-à-dire, la liberté, la démocratie a échoué, n'est-ce pas? C'est-à-dire, cette liberté qu'on a voulu choisir, mais qui a eu toutes les difficultés du monde à se matérialiser, nous n'avons pas vécu cette liberté et nous n'avons pas vécu le développement, nous n'avons pas vécu la prospérité. Et donc, il y a une sorte de déception au niveau de la conscience collective du peuple guinéen. Et donc, ceux-là, aujourd'hui, viennent dire quoi? Préférer le développement, mais dans la dictature. Donc, c'est le dilemme qu'on propose. On est là pour développer, mais la démocratie, ça ne peut pas marcher. Il faut nous laisser la manière forte. Voilà, c'est comme ça on va développer le pays. Oubliez la politique, oubliez le respect des droits humains, oubliez l'état de droit. On va vous faire des routes, on va vous faire des ponts, on va vous présenter le maquillage du développement, mais acceptez notre dictature, acceptez qu'on s'impose. Et donc, c'est le faux choix qu'on nous présente. Et moi, ce que je demande au peuple de Guinée aujourd'hui, c'est de dire quoi? C'est de rejeter, n'est-ce pas, de façon consciente, le premier choix que nous avions fait, c'est de renoncer à ce choix qui a voulu dire,
nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Rejetons ce premier choix, c'est le temps de changer ce choix, et refusons le deuxième choix qu'on nous donne, c'est-à-dire l'opulence dans l'esclavage. Voyez-vous? Mais choisissons le développement dans la démocratie. C'est pourquoi j'ai reformulé cela dans mes publications en disant que nous préférons le développement, la prospérité dans la démocratie qu'à une dictature, n'est-ce pas, masquée sous une forme de développement. Donc c'est le choix que nous devons faire et c'est le choix auquel nous invitons le peuple de Guinée de ne pas accepter de tomber dans ce piège. On n'a pas à choisir entre liberté et prospérité. On peut avoir les deux en même temps. Et comme le disait, pour finir ce volet, le père fondateur, l'un des pères fondateurs de la grande nation des États-Unis d'Amérique, Benjamin Franklin, il disait que ceux qui sont prêts à sacrifier une parcelle de liberté pour une question de sécurité ou de développement ne méritent ni liberté, ni sécurité, ni développement. Et donc, c'est pour dire au peuple de Guinée que nous n'avons pas à sacrifier les libertés fondamentales, nous n'avons pas à sacrifier notre honneur et notre dignité pour vivre le bonheur. Oui, c'est possible d'avoir honneur et bonheur en même temps, et c'est ce que nous vous offrons. La junte au pouvoir aujourd'hui présente au peuple de Guinée l'option « Choisissez un développement dans la dictature ». Vous avez essayé la liberté dans la pauvreté, maintenant nous vous vendons développement dans la dictature, et nous au MAD, nous disons au peuple de Guinée, rejetez ces deux propositions, embrasser la notion d'un développement dans le respect des droits humains, dans le respect de l'état de droit, dans le respect des libertés fondamentales, dans le respect de l'environnement, dans une paix, dans une sécurité durable. Voilà le schéma que nous proposons. D'accord. Donc, la prospérité dans la liberté. D'accord. Voilà. Justement, parlant de cette direction que prend le CNRD aujourd'hui, vous êtes un responsable politique, il y a des coalitions aujourd'hui politiques, il y a des forces vives, il y a la société civile guinéenne. Aujourd'hui, en Guinée, il y a beaucoup de manifestations, donc de soutien au CNRD. Mais de l'autre côté, on a l'impression qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'action. Où je me trompe, M. Baldé? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Est-ce qu'il y a des actions de la part de vous, responsables politiques, des membres de la société civile, des forces vives? Voilà, c'est une excellente question. Effectivement, vous avez raison de noter toute la propagande qui se passe actuellement en Guinée. Et je pense avoir suffisamment communiqué d'abord par rapport à ça. Et pour vous rassurer que effectivement que nous ne restons pas les bras croisés. Nous ne restons pas les bras croisés, mais le système a déjà créé des mécanismes pour en fait prendre le pays en otage. D'accord? Ils ont pris le pays en otage de manière systématique et de manière progressive. Voyez-vous, ce qu'ils font et ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas dans une transparence totale. Ce n'est pas dans les principes de la vérité, de la justice et de l'égalité. Lorsque les médias, les grands médias du pays ont commencé à mettre à la place publique la vérité de ce qui se passe, les détournements, etc., la corruption cachée alors qu'on nous donne l'impression qu'on est là pour lutter contre la corruption, qu'on a une trièvre, etc., etc. Lorsque les médias ont commencé à sortir les vrais dossiers, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré les agréments de ces médias pour fermer leur bouche, n'est-ce pas? Et donc, c'est parce qu'ils ont peur de la vérité. Ils ne veulent pas que le peuple sache la vérité. Et donc, dans un contexte où la vérité a été étouffée de façon temporaire, eh bien, tout ce qu'on raconte au peuple, voilà, surtout dans une campagne de manipulation à grande échelle. Je dis bien campagne de manipulation à grande échelle parce que c'est une manipulation multiforme et multidimensionnelle. C'est-à-dire, c'est une sorte de programmation. C'est une sorte de manipulation même de la conscience collective. On bombarde la population avec des pancartes, des affiches. Hein? Même au temps de la Révolution, ceux qui ont vécu la Révolution, moi je n'ai pas vécu la Révolution, je ne connais pas cette période, mais même ceux qui ont vécu la Révolution nous disent qu'ils n'ont pas vu autant de pancartes aujourd'hui. Mais cela s'explique facilement parce que, au moins, peut-être pendant la Révolution, on n'avait pas l'Office guinéen de la publicité. Donc, on n'avait pas une agence étatique spécialisée justement à faire la promotion de la propagande. Et donc,
Aujourd'hui, en Guinée, à chaque mètre, vous voyez des pancartes, des affiches du général. C'est-à-dire celui qui avait dit qu'il ne voulait pas la personnalisation du pouvoir, il a battu le record de tous les chefs d'État que nous avons eus dans le cadre de la promotion d'une image personnelle de culte de personnalité. À cela s'ajoutent les seules ondes aujourd'hui qui sont en train d'opérer, ce sont les ondes qui vont dans le sens, n'est-ce pas, de programmer encore une fois cette population à accepter un fait accompli. C'est-à-dire, voilà, c'est le général qui est là, c'est la seule réalité qui est là, c'est la seule vision qui est là, acceptez cela ou taisez-vous. Et donc, ce qui est en train d'être fait, encore une fois, c'est d'imposer cette notion de pensée unique, cette notion de parti unique, cette notion de faire de la force la loi suprême du pays. Voyez-vous? Et donc, mais ne vous trompez pas. Il ne faut pas se laisser intimider ou impressionner par toute cette aventure de propagande. Je l'ai dit la dernière fois, la majorité silencieuse du peuple de Guinée, ceux qui sont du côté de la liberté, de la dignité, qui se battent pour la justice et l'égalité, sont totalement majoritaires en Guinée. Voyez-vous. Mais comme pour le moment, ils n'ont pas encore commencé à s'exprimer, voilà, ceux qui sont là, ils pensent que ceux qui sont là pensent que voilà, c'est ça la majorité. Non, ce n'est pas la majorité. Mais vous avez raison de dire que cela est un problème, mais en fait, ils s'organisent. Pourquoi? Parce que le système, comme je l'ai dit, a été piégé. Ils ont tout fait pour faire en sorte que, d'abord, ces leaders qui peuvent être les porteurs de sources de mobilisation, ils ont essayé de décapiter le système en enfermant, n'est-ce pas, ils ont voulu, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, éteindre la flamme, cette flamme de la dignité. Ils ont voulu l'éteindre en éteignant les ondes des médias. Ensuite, ils ont voulu l'enterrer en faisant disparaître les Fonike Mangé, les Biloba et les Habib Marwan. Ils ont voulu l'enchaîner tout dernièrement en mettant le jeune frère Aliouba en prison. Et ils se trompent en pensant que cette flamme, c'est quelque chose qu'ils peuvent contenir. Mais ils oublient encore une fois que cette flamme, aujourd'hui, elle est en train de se rallumer, mais de manière surprenante. Et ils seront ébahis d'être surpris. Et donc, cette flamme, on ne peut pas l'éteindre et elle ne s'éteindra jamais. Parce que cette flamme, elle est dans chaque Guinéen et dans chaque Guinéen. C'est une flamme qu'on peut essayer d'étouffer, mais on ne pourra jamais l'éteindre. Et c'est juste une question de temps, vous allez voir, ce système sera conjugué dans le passé. D'accord. Alors, M. Baldé, justement, j'aimerais vous interpeller. Je peux comprendre, hein, en Guinée, aujourd'hui, pour un opposant au CNRD, c'est interdit de manifester. En tout cas, il y a une décision d'interdiction de toute manifestation et aujourd'hui, seuls ceux qui soutiennent le CNRD manifestent, on ne voit pas les autres. Mais pour ceux qui sont du côté de l'étranger, au niveau de la diaspora, il faut rappeler qu'au Sénégal, comme Sonko et son parti politique, Diomaye Faye et autres, ils ont beaucoup utilisé la diaspora sénégalaise. Pourquoi au niveau de la Guinée, il n'y a pas d'action au niveau de la diaspora? Écoutez, c'est une excellente question. Peut-être la question serait plutôt de dire pourquoi on ne voit pas, voilà, peut-être des manifestations grandioses au niveau de la diaspora allant dans ce sens. Voyez-vous, le peuple de Guinée a traversé ces dernières décennies à mener des grandes luttes. Okay. Et le petit avantage que le CNRD a eu, c'est de venir au pouvoir au moment où ce peuple était un peu étouffé. Il faut rappeler qu'il y a eu des centaines des centaines et des centaines de manifestations, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, disons des années 2000 jusqu'en 2020, près de 20 ans de lutte pour l'ancrage de la démocratie, pour renforcer l'état de droit et autres. Et donc, la junte est venue à une période où, quand même, il faut reconnaître que le peuple est un peu essoufflé, dans ce sens. Et donc, le système est en train de se réorganiser. C'est ce que je vous ai dit. La flamme, on a l'impression qu'elle a été étouffée, mais elle n'est pas étouffée. Elle est en train de se réallumer, elle est en train de se réorganiser. Parce que quelque part aussi, la flamme, elle a été trahie. La flamme a été trahie parce que ceux qui sont venus, comme je l'ai dit, ils sont venus dire que voilà, nous sommes venus parachever le combat que vous avez mené. Et maintenant, ils ont été accueillis. Les leaders
du FNDC et autres ont fait le tour de la planète pour convaincre, n'est-ce pas, les institutions internationales d'accompagner et d'accepter que cette junte puisse déployer son programme, etc. Et donc, ce que voilà, les activistes pro-démocratie ont essayé de renforcer, c'est ce qui finalement s'est tourné pour essayer de les décapiter. Et donc, le système est en train de se réorganiser. Et il va se réorganiser, comme je l'ai dit, de manière surprenante. Et donc, je vois une vague venir de manière surprenante et soyez sûr que le peuple de Guinée ne trahira pas. Je veux bien entendre parler de la majorité silencieuse. D'accord, la majorité silencieuse, on espère l'entendre très bientôt. Parlons des perspectives d'avenir, justement, de la Guinée. Et cette Guinée qui a dit non en 58, cette Guinée aujourd'hui dirigée par une transition qui prend une direction dont vous dites que cette direction, ça va être pour les 40-50 ans qui viennent. Dites-moi, c'est quoi la solution concrètement dans cette situation face au CNRD? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup de vos compatriotes qui vous écoutent. Il y en a qui sont très engagés, il y en a qui sont militants des partis politiques, dont certainement le vôtre, d'autres ne le sont pas. Mais les gens ont besoin certainement de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Absolument. Alors, permettez-moi de revenir encore sur ce point que j'ai eu à dire, que la direction qui sera prise, c'est une direction qui va condamner le pays. Donc, ça ne veut pas dire que l'équipe qui est là a déjà assuré la sécurité de leur ambition. C'est leur rêve. Il n'est pas du tout interdit de rêver. Il n'est pas interdit d'avoir des ambitions. Et comme je l'ai dit, nous n'avons pas de problème personnel avec le général et ses ambitions personnelles. Seulement, nous sommes contre la vision qu'il a de ce que la Guinée devrait être. C'est-à-dire un pays qui est transformé en un camp militaire où c'est le commandement absolu. Tu n'as pas droit à la parole. Tu n'as droit à la parole que pour chanter les louanges et applaudir. Autrement, c'est de fermer la bouche ou bien de quitter le pays. Sinon, tu as deux destinations, la prison ou le cimetière. Et donc, cette vision, nous, on se dit qu'on ne peut pas construire un pays en piétinant son peuple. Et donc, cette vision de construction, de développement, on ne développe pas une nation en piétinant son peuple. Et ça ne correspond pas aux aspirations, ça ne correspond pas à ce pourquoi ce peuple s'est battu de l'indépendance jusqu'à ce jour. Je rappelle encore une fois que le peuple de Guinée ne s'est battu que pour le respect des règles. Le respect des règles, c'est-à-dire l'état de droit, la liberté, le respect des droits humains. C'est le respect des règles. Et tous les problèmes que nous avons eus en Guinée, je dis bien tous les problèmes, ils n'ont qu'une seule source, le manque de respect des règles, la violation des règles. C'est la seule chose. Toutes les manifestations que nous avons connues durant le régime d'Alpha Condé, la seule source, c'est le fait que les règles n'avaient pas été respectées. Et à chaque fois que les règles ne sont pas respectées, l'autre camp mobilise pour dire non, sortons, on n'est pas d'accord, parce que les règles ne sont pas respectées, etc. Et donc, depuis toujours, de l'indépendance, aujourd'hui, le problème fondamental a été la violation des règles. Et on ne peut pas construire un pays en violant les règles. Et donc, le combat qu'il y a à mener aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout, il faut qu'on se comprenne, c'est un combat. Déjà, il y a la majorité silencieuse qui est là, qui a compris et qui est la majorité, et qui n'est pas du tout en phase avec ce qui est en train d'être fait. Mais le régime aussi sait que le véritable pouvoir se trouve au sein du peuple. Et donc, on est en train de déployer toutes sortes de mécanismes, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, pour manipuler cette conscience collective-là. Parce qu'ils savent que sans le consentement du peuple, ils ont la force, mais ils n'ont pas le pouvoir. Il faut que les gens comprennent cette différence-là. Le pouvoir et la force, ce sont deux choses très, très différentes. Et le véritable pouvoir dans une nation, que ce soit en Guinée ou partout ailleurs, le véritable pouvoir en Guinée, ce n'est pas au palais Mohamed V. Ça ne réside pas à Kaloum. Le vrai pouvoir réside dans le cœur du peuple. Et ce peuple n'a pas forcément besoin de se lever pour dire que nous allons affronter un régime. Non. Mais lorsque le peuple est suffisamment conscient de sa force, suffisamment conscient de sa capacité de mobilisation, suffisamment conscient de sa capacité d'organisation, mais tout un peuple peut mettre à genoux un régime en moins de 2 semaines. L'histoire est pleine d'exemples de ça. Parce que c'est le peuple qui entretient les régimes. C'est le peuple à travers les taxes, les impôts. C'est-à-dire, sans le peuple, l'État ne produit rien. Absolument rien. L'État n'a jamais rien produit.
L'État ne vit que des activités du peuple. Et donc, lorsque le peuple sait que c'est lui qui alimente le système, et il comprend comment il alimente le système, et comment est-ce qu'il peut faire maintenant pour dire que comme je ne suis pas d'accord, je ne vais plus alimenter le système, mais le combat, il est fini. Le peuple n'a même pas besoin d'aller à l'affront. Le système va se désintégrer de lui-même. Et donc, ce niveau de conscience et d'adaptation de stratégie, aujourd'hui, c'est cela l'enjeu. C'est-à-dire, nous sommes en train de travailler pour réinventer la manière de mener la lutte. Parce qu'on ne peut pas faire la même chose de la même manière et attendre des résultats différents. La méthode qui avait été utilisée par le passé, méthode qui a consisté peut-être à amener le peuple à aller affronter, n'est-ce pas, de façon courageuse ceux qui étaient sous les ordres de la dictature, ça nous a coûté trop. Okay? Nous avons beaucoup de jeunes, beaucoup de Guinéens aujourd'hui qui sont enterrés, beaucoup de martyrs, beaucoup de sang à couler, beaucoup de richesses ont été perdues, etc. Et donc, nous sommes en train de réinventer cette lutte-là. Nous sommes en train de travailler dans ce sens. Et la première victoire et le premier combat à mener par rapport à ça, c'est justement le combat de la conscientisation des armes multiformes qu'on peut utiliser pour faire face à ce qu'on appelle l'usurpation du pouvoir populaire, pour restaurer effectivement cette conscience-là. Donc, au moment où le régime cherche à distribuer de l'argent, distribuer des faveurs, parce que le régime, il donne l'impression au peuple, vous ne pouvez rien, nous avons les armes. Et non, c'est ce que nous voulons, c'est ce qui va se faire. Mais si tel était le cas, réfléchissez un peu, si tel était le cas, ils n'allaient pas avoir besoin de distribuer de l'argent, faire des t-shirts, sortir, faire des mouvements et tout. C'est-à-dire qu'ils pouvaient simplement conserver toute leur énergie et toutes les sommes qu'ils sont en train de dilapider à d'autres fins. Mais c'est parce que justement, eux-mêmes, ils savent que tout leur pouvoir repose sur le consentement de ce peuple-là. Ils ne sont debout que parce que le peuple accepte d'être genou. Point final. Et le jour que le peuple dira que non, on n'est pas d'accord, mais le tout peut changer en 24 heures ou 72 heures. Et donc, pendant qu'eux, ils distribuent de l'argent, pendant qu'eux, ils font cela pour distribuer de l'argent, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous continuons à communiquer, à passer le message au sein de la population pour que les gens comprennent, n'est-ce pas, que, attention, ce qui est en train d'être fait, c'est on est en train d'utiliser votre pouvoir contre vous. Et donc, ce qui est dans votre intérêt, ce n'est pas une question de lutte de personne, mais c'est une question de lutte, n'est-ce pas, de vision. Voici ce que nous vous proposons. Voici ce que nous pensons est mieux pour vous, mieux pour vos familles, mieux pour vos petits-enfants. Ok, M. Baldé, d'accord. Donc, je vous suis bien. Il y a une stratégie, une nouvelle manière de faire la lutte. Donc, qui est en train d'être préparée. Absolument, progressivement. Et elle est déjà en train d'être déployée à travers les différentes sorties et les différentes communications que nous sommes en train de faire. Absolument. D'accord. Alors, je vois le temps filer. Hein. Donc, il est 45, on a 15 minutes. Alors, monsieur Baldé, il y a encore pas mal de questions. Je suis entièrement à votre disposition. On peut prolonger un peu. Je suis à votre disposition. Allez-y. D'accord. Dites-moi, honnêtement, dans la situation où on en est aujourd'hui, est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a une sorte de résignation de la part des Guinéens? Soyons pragmatiques, soyons réalistes. C'est vrai, vous les convaincre, enfin, vous l'expliquez aux gens. C'est vrai, on veut lancer un message d'espoir. Mais vous avez connu la Guinée, vous avez connu des luttes en Guinée. Ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui, honnêtement, est-ce que quelque part vous ne dites pas qu'ils ont quand même une bonne stratégie? Ils ont réussi à éteindre peut-être cette flamme-là, mais je ne sais pas s'il faut la rallumer. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de résignation? Oui, c'est une très très bonne question. Et comme je vous l'ai dit, non, la flamme ne peut pas être éteinte. On peut obscurcir la flamme, on peut essayer de l'étouffer, mais la flamme, elle est on peut même dire qu'elle est même alitée, hein. On peut même dire qu'elle est dans un hôpital et tout, mais elle est alitée à la flamme ne s'éteint pas. Je vous ai dit que l'avantage historique que le CNRD a eu, c'est de venir à un moment où, quand même, il faut reconnaître qu'il y a eu un essoufflement. D'accord? Après 20 ans de lutte de par les mêmes techniques, de par les mêmes stratégies, il faut quand même comprendre que quelque part, quand même, voilà, c'est comme si vous exercez votre muscle. Vous allez au gym, n'est-ce pas? Vous prenez du poids, des barres,
à un certain moment, vraiment, le corps se fatigue et donc il faut donner le temps pour que le corps puisse se recharger. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Cela ne veut pas dire que c'est une résignation en tant que telle. Non. Je vous dis que le peuple de Guinée n'est pas résigné. D'accord? Mais ce que vous voyez actuellement là, la propagande excessive et tout, mais ça aussi, ça a son rôle. Parce que la Guinée de demain qui est en train de se construire et qui arrive à grands pas, c'est une Guinée qui sera débarrassée de toutes ces tares-là. Et le peuple de Guinée doit savoir sur qui on peut compter. Donc, tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a de pourri, mais ça va apparaître sous le soleil, voyez-vous. Et donc, la période que nous traversons, nous sommes aux dernières heures de l'aube. Vous savez, on dit le plus souvent que c'est à l'aube que vraiment la nuit est plus noire, parce que le soleil est sur le point de se lever. Et le soleil est sur le point de se lever sur la Guinée. Je sais que pour beaucoup, ils vont penser que c'est juste une question de motivation. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une question de certitude. Parce que, encore une fois, je le dis et je le persiste, le sang qui a été versé, ces âmes qui sont tombées, leur sacrifice ne peut pas être vain et leur sacrifice ne sera pas vain. Nous n'accepterons pas que des centaines de milliers de Guinéens meurent pour l'avènement d'une Guinée de liberté, de dignité, de justice et d'égalité, et que, voilà, à la dernière minute, au moment où on est à l'approche de la victoire, qu'on dise qu'on doit se résigner. C'est pas possible. La flamme ne peut pas s'éteindre. Voilà. Et c'est le moment, vous allez me permettre, c'est le moment de rendre un vibrant hommage, par exemple, à un doyen, le doyen Monenembo, qui aujourd'hui est un exemple parfait, qui continue à montrer que la flamme n'est pas éteinte et la flamme ne peut pas s'éteindre. Si en Guinée, on avait 30 cadres, 30 intellectuels, issus de toutes les composantes ethniques du pays, à l'image d'un Monenembo, ou à l'image, c'est l'occasion aussi de saluer Mohamed Traoré, qui aussi quand même prend la peine de sortir et de communiquer et d'exprimer son désaccord par rapport à certains actes qui sont posés, qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt national. Si on parvenait à avoir une trentaine d'intellectuels du calibre de ce doyen et de Maître Traoré, je vous garantis que les choses allaient se passer très très vite. Mais aujourd'hui en Guinée, dans une certaine mesure quand même, il faut l'admettre, c'est que la campagne de la peur et de l'intimidation a quand même réussi dans une certaine mesure à créer une sorte d'anesthésie, Mais l'anesthésie, c'est quoi? L'anesthésie, c'est temporaire, Voilà, ça peut vous mettre KO pour quelque temps, mais ça finira par se dégager et vous allez reprendre toutes vos forces. Et c'est dans ça nous sommes. D'accord. Monsieur Kaldé, en Guinée, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Honnêtement, depuis l'indépendance, on a connu une succession de coups d'État, de violences de l'État à l'endroit des citoyens, sans parler justement de sous-développement. On a du mal à s'en sortir. Quand on se compare à certains quand même pays de la sous-région au niveau stabilité, au niveau institutionnel, au niveau développement économique, qu'est-ce qui n'a pas marché, honnêtement? Oui, je vous l'ai résumé tout à l'heure, en une seule expression. C'est le non-respect des règles. C'est la seule chose qui n'a pas marché en fait. À l'indépendance, on nous dit que la Guinée avait la meilleure constitution de l'Afrique de l'Ouest. La meilleure. Nous n'avons jamais eu un problème de texte, mais nous avons eu un problème de tête. C'est-à-dire l'application de la loi, le respect des règles. C'est ce qui a été la source de tous les problèmes en Guinée. Vous pouvez retracer systématiquement tous les conflits et tous les problèmes à ça. Partout où il y a eu conflit. Et ça n'a pas commencé aussi à la période des indépendances. Si vous remontez même le Fouta théocratique, qu'est-ce qui a été à la base de sa désintégration? C'est le non-respect de la charte ou des règles qui étaient là. Celui qui devait venir à la succession, un autre a voulu perturber le cycle et ça a mélangé tout le Fouta. C'est la même chose au niveau du Wassoulou, du conflit entre l'Allemagne et Samori Touré et Kankan. Il y a eu des problèmes de non-respect des règles. C'est ce qui a fait que Kankan a tendu la main aux colons pour venir combattre Samori, etc. Vous pouvez aller jusqu'à la nuit des temps. Et donc, en Guinée aussi, c'est le problème que nous avons eu. Mais il y a eu une autre chose. Bon, ça, c'est le facteur, ce que j'appelle le facteur endogène, c'est-à-dire le facteur intérieur. Mais en Guinée, il n'y a pas eu que ce facteur endogène. Il y a eu aussi et surtout un facteur exogène. OK? Et ce facteur exogène,
il ne faut pas passer par 1000 chemins, c'est les colons et l'impérialisme. Parce qu'ils ont voulu faire en sorte que la Guinée, quand même, soit l'exemple à ne pas suivre. Parce que le modèle que les pères fondateurs, dans leur totalité, quand je parle des pères fondateurs là, je parle de tous les compagnons de l'indépendance, de tous les bords politiques. Parce que c'est toute la classe politique, c'est tous les intellos de la Guinée qui sont tombés d'accord. Nous allons à l'indépendance, c'est ce qui a fait qu'ils se sont tous fondus dans un parti unique. Ça s'est fait avant l'indépendance. Ok, c'est important de comprendre cela. Et donc, eux tous, ils ont choisi un modèle de développement. Ils ont choisi la dignité, la souveraineté, la liberté et l'autodétermination. Nous voulons la réhabilitation historique. Nous voulons tracer notre propre chemin. Et donc, les pouvoirs qui étaient en train de gérer le monde ont vu cet exemple comme un exemple à ne pas suivre. Pourquoi? Parce que ce sont des pouvoirs qui vivent de nos ressources. Ce sont des pouvoirs qui vivent de nos matières premières. Et donc, cela ne peut leur être profitable. Ils ne peuvent survivre que s'ils peuvent aller arracher les choses sans payer la contrepartie qu'il faut. Et donc, ils n'étaient pas prêts à lâcher le concept de la colonisation. La Seconde Guerre mondiale les a affaiblis avec l'arrivée d'Hitler, mais ils ont dit que bon, nous sommes faibles, mais on ne peut pas lâcher le morceau. Et donc, le choix de la Guinée, que l'Afrique, toute l'Afrique, notamment l'Afrique francophone, aurait dû embarquer sur ce chemin, c'est là-bas où on a eu des problèmes. Ça aussi, il faut que cela soit compris. Si eux tous, ils avaient pris le même chemin, aujourd'hui, on n'allait pas voir le Sénégal en train de vouloir faire ce que la Guinée a fait en 1958. On n'allait pas voir le Mali, le Burkina, les pays du Sahel. Et bientôt, vous allez voir la Côte d'Ivoire aussi auront des leaders qui vont venir, qui vont demander la rupture avec ce système colonial et autres. La remise en cause du franc CFA, etc. Toutes ces politiques économiques des prédateurs qui sont comme des virus qui sont là pour sucer, n'est-ce pas, toutes les énergies et toutes les forces de l'Afrique. Mais les Africains conscients ne peuvent pas admettre et concevoir cela. Et donc, lorsque la Guinée a voulu emprunter ce chemin, il fallait tout mettre en place pour montrer aux autres nations que ce que le pays là veut là, si vous prenez ce chemin, c'est la mort directe. Vous avez signé votre arrêté de mort. Donc, il y a eu ces facteurs externes qui se sont maintenant rabattus sur les facteurs internes, comme je l'ai dit, de non-respect des règles. Parce que si on avait respecté les règles, encore une fois, je donne un exemple spécifique, si on avait respecté les règles des accords avant l'indépendance, n'est-ce pas, voilà, après l'indépendance, à partir de 64, le congrès de Foulaya, Foulaya devrait être le secrétaire général maintenant du PDG et c'est tout reste à la présidence. Et ensuite, maintenant, après avoir fini son mandat, il quitte, c'est le nouveau secrétaire général qui prend la relève, etc. Les autres intellos qui étaient dans la structure pouvaient voir la possibilité pour eux aussi de venir à la tête du pays et d'apporter quelque chose. Mais lorsqu'ils ont vu que ce schéma-là a été bafoué, chacun d'entre eux a voulu se positionner et amener des luttes pour renverser le pouvoir et eux aussi venir à la tête du pays. Et donc, encore une fois, je le dis, c'est le non-respect des règles. Vous pouvez remonter jusqu'à la nuit des temps. C'est le non-respect des règles. Le général aussi aujourd'hui, il s'inscrit, lui qui aurait dû apprendre de ses leçons du passé, il est en train de répéter les mêmes erreurs. Il est venu, il a donné des règles que lui-même il a tracées, et maintenant il est en train de fuir ses propres règles, ses propres promesses. Ça ne peut pas marcher. Et donc il est en train de replonger la Guinée dans les mêmes crises que nous avons connues, qui ont toujours affaibli, que ce soit nos royaumes, que ce soit, n'est-ce pas, cette ambition de la construction d'un État-nation. Donc, c'est vraiment dommage, encore une fois. On aurait vraiment espéré... des règles. Oui. Le non-respect des règles depuis après l'indépendance, j'ai l'impression que c'est le véritable héritage que nous avons eu. Est-ce que ce n'est pas, M. Baldé, le premier président, Ahmed Sékou Touré, qui est le premier responsable de cette situation? Et puis c'était lui le premier président à assurer le respect des règles. Il a sans aucun doute une part de responsabilité, incontestablement. Et comme j'ai essayé de vous planter le décor, dans les facteurs endogènes, il a une part de responsabilité. Comme on le dit, c'est lui le responsable suprême. Et donc, ce qui n'a pas marché, il est responsable suprême de ça. Il n'y a aucun débat là-dessus. Bon, le contexte, j'ai écouté parce que
quand même, pour ce qui est de cette période de l'histoire, c'est une période très, très chargée et il faut approcher cette période avec un détachement émotionnel, c'est-à-dire un recul épistémologique qui nous permet d'analyser, pas pour chercher à blâmer, mais pour comprendre et pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc, j'ai eu à échanger avec des compagnons de cette période. Je leur ai posé cette même question. J'ai dit, mais comment se fait-il que tout était très, très bien parti et vous n'avez pas accepté de respecter ces règles? Bon. Ils m'ont dit, ils ont donné leur version, quoique jusqu'à présent, je me dis qu'on pouvait faire mieux, mais peut-être leur version à eux et de la façon dont ils l'avaient conçue, bon, c'était acceptable pour eux. D'abord, pour eux, c'était une façon de me dire que, bon, effectivement, on avait prévu, n'est-ce pas, un mandat un peu limité, et il y avait, n'est-ce pas, tout un mécanisme d'alternance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après l'indépendance, notre pays est entré dans une sorte de période de guerre. Non seulement de guerre pour, n'est-ce pas, maintenir notre indépendance et notre souveraineté, mais nous avons aussi décidé d'être la base arrière pour les luttes de l'indépendance. Parce que nous avons compris que la Guinée ne serait indépendante que lorsque toute l'Afrique sera indépendante. Et donc, nous avons accueilli tous les mouvements de lutte d'indépendance au sein de notre pays. Et donc, nous n'étions plus dans un contexte ordinaire. Ce qui a fait que, pour finir, pendant que nous menions cette lutte-là, certains cadres, effectivement, du parti, certains cadres de la direction nationale avaient soulevé la nécessité du respect des règles et de l'alternance, mais certains parmi nous qui sont devenus plus tard majoritaires dans le système, nous avions dit que dans la mesure où tous les pays de la sous-région étaient toujours dirigés par la figure emblématique des indépendances, qui se trouvent tous des compagnons qui étaient des députés à l'Assemblée nationale française, je vais parler des Sékou, des Oufé, des Senghor, eux tous étaient toujours encore aux affaires et la lutte était toujours encore là. L'indépendance n'était pas sécurisée, la souveraineté n'était pas assurée. Et donc, ils se sont dit qu'un changement de leadership, ça n'allait pas être stable. C'est-à-dire, au beau milieu de la guerre, on ne change pas de capitaine, etc. Donc, voilà un peu les arguments qu'ils ont placés, mais qu'à cela ne tienne, pour moi, cela ne peut pas totalement justifier le fait que c'est le non-respect des règles qui a été la source de pratiquement tous les problèmes que nous avons eus. Que si les règles avaient été respectées, ou au moins, même si les règles ne sont pas respectées, qu'on n'impose pas une volonté, qu'on essaie de trouver un consensus, qu'on amène tout le monde, et puis qu'on essaie de faire en sorte que ça soit du gagnant-gagnant pour tous les acteurs. Je pense aussi que si on avait procédé peut-être de cette façon, et pas simplement dire que, bon, c'est la loi de la force, c'est-à-dire le plus fort impose sa volonté, si on avait accepté peut-être de trouver un mécanisme pour voir, OK, il y a tel problème, il y a tel, voici qu'est-ce que vous proposez, comment est-ce que nous pouvons faire pour que chacun puisse quand même tirer son épingle de jeu, peut-être la contradiction interne entre eux n'allait pas atteindre le niveau où c'était maintenant une question d'élimination physique de part et d'autre. Parce que ça aussi, il faut le reconnaître. Lorsque le divorce a été totalement consommé, entre ces leaders, chacun cherchait à battre l'autre. Donc, c'est le premier à mettre la main sur l'autre qui a vraiment passé à l'acte. Voilà, malheureusement, disons ce que c'est. D'accord. Nous sommes en 2025, M. Baldé. En 2050, comment voyez-vous la Guinée, 25 ans après? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Écoutez, je vais vous dire, peut-être je vais même vous surprendre. Moi, j'attends déjà un grand changement à partir de 2026. D'accord? C'est-à-dire que ce pays se remettra sur ses deux pieds, sur ses deux jambes. D'accord? Je vous dis que l'espoir est permis. La flamme est en train de se réallumer et la Guinée surprendra. Cette volonté de confiscation, cette volonté d'autoritarisme, cette volonté d'oppression, de suppression, de répression, d'exploitation du peuple, ça ne passera pas. Ce sont des méthodes qui ont déjà expiré en fait. C'est-à-dire, la dernière fois, je donnais l'image d'un ventilateur qu'on a débranché en fait. Okay? Le ventilateur, quand on le débranche, il ne s'arrête pas à l'instant. Okay? Donc, ça continue à ventiler progressivement et puis maintenant, jusqu'à un certain moment, ça s'arrête. Donc, pour moi, toute volonté d'usurpation, toute volonté de manipulation, toute volonté d'utiliser uniquement la force pour imposer, c'est déjà débranché en fait. C'est juste une question de temps. Donc, un peu plus de patience et que chacun se mette dans la conscience, n'est-ce pas, patriotique, que chacun essaye de s'informer, de ne pas accepter d'être manipulé,
pour être prêt pour les grands changements et les grands bouleversements en fait qui arrivent. Et lorsque je dis, vous me permettrez d'insister sur ça, lorsque je dis de ne pas accepter d'être manipulé, qu'est-ce que cela veut dire? Je vous donne un exemple très très concret. J'avais fait une publication il y a disons il y a 48 heures, une publication qui va dans le sens qui consiste à dire que ceux qui soutiennent la candidature du général soutiennent la violation de la loi. Voyez-vous? Et que nul ne devrait être au-dessus de la loi, même pas un général. J'ai reçu un message en privé d'un monsieur qui se trouve être un très grand soutien du CNRD. Je le vois avec la junte partout, avec ses mouvements de soutien. La personne m'écrit pour me dire que vraiment, elle ne comprend pas. Qu'est-ce que je veux dire en disant que soutenir la candidature du général, c'est une violation de la loi. Où est-ce que j'ai tiré cela? Donc, c'est ce qui m'a poussé à faire une vidéo, la toute dernière vidéo que j'ai partagée sur ma page publique Alpha Baldé sur Facebook, ceux qui veulent aller consulter cela, où j'ai essayé d'expliquer aux Guinéens de comprendre carrément que ce n'est pas juste une question de liberté de choix. Ce n'est pas une question de dire nous on a choisi notre camp. Notre camp, c'est avec le général, on est dans l'esprit du général. Ce n'est pas une question de liberté de choix ici. C'est une question de respect de la loi. Et lorsque la loi se prononce, tu n'as pas à choisir un camp. Ta liberté se limite à respecter ou à violer la loi. Mais tu ne peux pas dire que non, toi, c'est ton camp, c'est la démocratie, chacun prend son camp et donc que les autres respectent ton camp. Non, je suis désolé. On ne peut pas respecter vos camps, on ne peut pas respecter votre camp parce que votre camp est une violation de la loi. Et donc, si vous voulez normaliser la violation de la loi, alors je leur ai dit, écoutez, vidons les prisons, fermons les cours et les tribunaux et débranchons la République. Et que tout le monde maintenant viole la loi. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est permis pour une personne ou une catégorie de personnes ou pour un clan de violer les lois et nous demander, nous autres, de respecter la loi. Ça ne peut pas marcher. Donc, j'essaie de leur faire comprendre que faites très très attention. Soutenir la candidature du général, c'est une violation de la loi. C'est un crime et ceux qui le font s'inscrivent dans une logique d'être des criminels en fait. Parce que le parjure, c'est un crime. C'est condamné par la loi, c'est condamné par toutes les constitutions de la planète. Et donc, si vous êtes à l'aise de dire que vous assumez votre soutien à la violation de la loi, vraiment, si vous étiez conscient de ce que vous êtes en train de faire, peut-être que vous aurez vous vous serez gêné de ce que vos petits-enfants vont penser de vous, comme étant des êtres qui sortent pour applaudir, danser, pour dire que nous assumons de violer la loi. Il n'y a rien de noble, il n'y a rien d'appréciable. Et je souhaite que ceux qui le font ou ceux qui le faisaient sans s'en rendre compte, je les invite à aller bien écouter ce que j'ai eu à expliquer, qu'ils comprennent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est inacceptable. On peut applaudir certaines réalisations positives du CNRD. Nous tous, nous pouvons nous réjouir de ça. Les routes qui ont été faites, les ponts, etc. Tout ça, c'est bon, tout ça, c'est beau. Mais cela ne peut pas justifier la violation de la loi. Il faut qu'on soit très, très clair là-dessus. Pour finir, c'est comme quelqu'un qui vient nettoyer votre maison gratuitement. C'est bien, il peut venir faire le bien, nettoyer votre maison, tout, peut-être même planter des fleurs. Mais cela ne lui donne pas le droit de voler vos bijoux, en fait. D'accord? Donc, on peut apprécier le fait que la personne a nettoyé la maison. Tout ça, c'est beau, c'est bon. On peut apprécier le fait que le général a fait des routes, des ponts. Tout ça, on n'a pas de problème avec ça. On l'applaudit, on le félicite pour ça. Mais cela ne lui donne pas le droit de violer la loi. Cela ne lui donne pas le droit de faire le parjure. Point. Bien. Bien. Voilà, M. Baldé, je rappelle, donc Alpha Kola Baldé, président du mouvement Alliance pour la démocratie. Parlons de votre parti, le MAD. Donc, ce sera le dernier point de cet échange. Il y a quand même beaucoup de partis politiques, je l'ai rappelé. Donc, c'est un parti qui a été créé en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, vous n'avez pas trouvé votre compte. Quand je parle de vous et votre équipe, les fondateurs de ce mouvement, vous n'avez pas trouvé votre compte dans les autres partis politiques. Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour payer le MAD? Très très bien. Voyez-vous, vous me donnez l'opportunité de clarifier quelque chose en fait. Et vous avez parfaitement raison de souligner qu'il y a beaucoup de partis politiques en Guinée. Au moment où nous avons voulu nous lancer en politique, il y avait près de 300 partis politiques déjà. D'accord? Et nous avions le choix de
de créer un parti, mais ce n'est pas ce que nous avons fait. Je précise que le MAD est un parti qui existait avant. Mais le mouvement, nous avons créé un mouvement issu de, n'est-ce pas, de cadres, de professionnels, de toutes les ethnies, de tous les groupements et de, you know, pratiquement l'écrasante composante de la population guinéenne. Nous avons créé un mouvement conscient, un mouvement qui avait pour objectif de contribuer, n'est-ce pas, à réveiller, éveiller et élever la conscience du peuple guinéen. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons compris que tout part au niveau de la conscience avant que ça se traduise au niveau des actes. Et donc, lorsque nous avons créé le mouvement, nous nous sommes dit que peut-être, quand le mouvement prendra de l'envergure, on voudra peut-être participer à des élections. Et donc, il faudrait qu'on ait un instrument politique qui nous permettra de le faire. C'est ainsi donc que nous avons échangé avec beaucoup de formations politiques en Guinée. Nous avons eu pas mal de propositions et nous avons fini par prendre le MAD, Mouvement Alliance pour la démocratie. Et donc, c'est un parti qui avait été déjà créé. Mon équipe et moi, notre mouvement, nous avons intégré ce parti. On a fait un congrès et donc j'ai été plébiscité à la tête de la formation politique. Donc, ce n'est pas un parti que nous avons créé à la base. D'accord? Donc, disons, c'est la différence. Sinon, on aurait eu un nom différent, disons, du MAD. Nous avions même voulu changer le nom au nom initial que nous avions, mais en ce moment, comme nous étions en 2020, il y avait la suspension de toutes ces questions de partis politiques, on ne décernait pas d'agrément. Alors, notre conseil juridique nous a dit, écoutez, laissez les choses telles quelles pour le moment, parce que si vous engagez cette procédure, on peut utiliser cela comme prétexte pour vraiment vous barrer la route. Donc, utilisez l'instrument que vous avez. Et donc, ce que nous avons eu à faire, c'est de retoileter, n'est-ce pas, les statuts, travailler sur la vision, refaire le logo du parti et tous les outils de communication. Et puis donc, comme vous l'avez dit, au mois de mai, le 21 mai 2020, nous avons, n'est-ce pas, annoncé cela. Et donc, c'est à travers nous, bien entendu, que le peuple de Guinée a pris connaissance de l'existence de ce parti, mais ce parti existait bien avant 2020. D'accord. Monsieur Baldé, qu'est-ce qui caractérise le MAD par rapport aux autres partis politiques? Qu'est-ce que vous avez de particulier, honnêtement? Exactement. Voilà. Donc, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je vais résumer cela de la manière la plus simple. Comprenez d'abord que le MAD, c'est un mouvement historique, profondément ancré dans le réveil des consciences. D'accord? Je précise cela encore parce que c'est d'une importance capitale. Parce qu'en réalité, vous allez comprendre que c'est la conscience qui détermine l'existence, en fait. Et donc, lorsqu'on dit que nous sommes profondément ancrés et enracinés dans le réveil de conscience, c'est parce que nous luttons pour la restauration de ce que nous appelons la souveraineté citoyenne. Ce qui fait de nous, donc, nous disons que le MAD, c'est un mouvement conscient, une conscience en mouvement. OK? Et nous sommes porteurs d'impact national de renaissance. En un mot, le MAD, si vous voulez, c'est une pharmacie politique. Okay? Une pharmacie politique qui a tous les médicaments qu'il faut pour traiter la nation. Maintenant, c'est quoi notre particularité? À la conception, nous avons dit que nous allons faire la politique totalement différemment. C'est-à-dire, nous allons présenter un modèle différent de ce qui existe sur le terrain. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons structuré le parti pour tenir compte de trois exigences fondamentales, d'abord sur le plan structurel. Nous avons estimé qu'il faudrait qu'il y ait une certaine équité dans la répartition en tenant compte des composantes ethniques du pays. Et donc, la diversité ethnique, la diversité du genre, quand on parle de diversité du genre, au niveau du bureau politique du parti, nous avons prévu 50 postes pour le genre masculin et 50 pour nos femmes. C'est-à-dire une sorte d'équité, en fait. Ça, c'est un modèle que nous avons mis en place et nous nous sommes dit que nous nous battrons pour que cela soit ainsi. Diversité ethnique, comme je l'ai dit, au niveau des vice-présidences, chaque région, entre guillemets, est représentée de façon juste et équitable. Diversité entre diaspora et intérieur du pays. Nous avons accordé 30% de l'ensemble des postes au sein du MAD à la diaspora et 70% aux Guinéens de l'intérieur. Au-delà de ça aussi, nous avons mis un accent particulier sur les compétences.
C'est-à-dire que nous avons dit que le maths doit être le rendez-vous de toutes les compétences, l'addition de l'intelligence, la multiplication de tout ce qui est compétence, etc. Et donc, nous avons les sommités, franchement parlant, dans tous les domaines de la science, de la technique et de la technologie. Tous les hauts responsables du parti, je parle des hauts responsables du parti, doivent obligatoirement faire une démonstration de preuve au niveau de 3 niveaux. D'abord, un parcours académique exceptionnel, ça c'est un. Et je précise pour dire que la plupart des hauts responsables de notre parti avaient été des premiers de la République de leur promotion au bac et aussi ils sont des docteurs et professeurs dans plusieurs domaines, notamment la technologie, les trucs de management, santé, etc. Et donc, nous avons les cerveaux, ceux qui ont vraiment représenté l'intelligence guinéenne au fil du temps, au sein de cette structure. Nous avons exigé donc, comme je l'ai dit, ce parcours académique, un parcours professionnel aussi irréprochable, Et le troisième critère, c'est un service inconditionnel à la Guinée. C'est-à-dire, vous devez démontrer qu'au-delà d'avoir été un excellent élève, au-delà d'avoir quand même été un très bon professionnel qui a une expérience aguerrie dans le monde professionnel à travers les grandes entreprises du monde, vous devez aussi montrer que vous avez été au service de la communauté. Et donc, à commencer par ma propre personne, j'ai servi les Guinéens de la diaspora pendant les 10 dernières années, jusqu'à être le premier président du Conseil des Guinéens des États-Unis d'Amérique. Les autres aussi responsables, tels que le vice-président Dr Fodé Touré, qui a son doctorat en informatique, notamment expérience approfondie en intelligence artificielle et en blockchain, qui avait également été premier de la République option sciences mathématiques de sa promotion. Lui aussi, il avait été le président des boursiers guinéens au Maroc. Et donc, il a un parcours vraiment communautaire spectaculaire. Lorsque vous prenez le vice-président professeur Jean-Baptiste Collier, qui également aussi a fait ses preuves aussi bien sur le plan académique qu'au niveau professionnel et communautaire, c'est le président sortant du Haut Conseil supérieur de la diaspora forestière. D'accord? Et donc, ainsi de suite. La liste est longue, je ne vais pas tout citer, mais c'est pour vous dire que au niveau structurel, c'est ce que nous sommes. Et encore une fois, cette diversité ethnique, les sommités, se retrouvent au sein de cette structure. Au-delà de ça, nous avons dit également que le MAD, ce n'est pas simplement pour les premiers de la République, mais c'est pour les premiers de la rue, entre guillemets. Pour dire que nous avons de la place pour même ceux qui n'ont pas fait l'école. Parce que nous avons compris que nous avons de nos parents qui n'ont pas eu la chance de mettre les pieds à l'école, mais qui sont quand même d'une intelligence, d'un engagement et d'un courage vraiment exceptionnel. Et donc, au niveau du maths, nous avons de la place pour eux. Et ce que nous avons réussi à faire aussi, c'est quoi? C'est que nous avons créé des plateformes. Si vous prenez par exemple les plateformes de la santé, qui est pilotée par Dr Rugi, qui a son PhD en médecine au niveau des États-Unis ici, et qui est aussi à la tête d'une organisation qui regroupe tous les professionnels de la santé au niveau de l'Amérique du Nord. Nous avons mis en place cette plateforme pour non seulement réunir elle, mais aussi des professionnels de la médecine au niveau de la France, au niveau du Maroc, au niveau du Sénégal et au niveau de la Guinée. C'est-à-dire c'est des Guinéens qui sont en train d'évoluer dans ce secteur-là, dans ces différents pays et qui sont des sommités. Et donc, c'est à travers des discussions avec eux, ce sont eux à qui on a confié le travail professionnel du volet projet de société MAD lié à la santé. Et donc, en communication avec leurs collègues de la Guinée, qui remontent les difficultés, les défis et autres, ils prennent les expériences qu'ils ont aux États-Unis, au Canada, en France, au Cuba. J'oubliais de noter le professeur Hadi Keita, qui a aussi un PhD dans ce domaine. Et donc, eux tous travaillent ensemble et ils nous ont sorti un projet vraiment spectaculaire pour la Guinée. Nous avons fait la même chose au niveau de la technologie. Et n'est-ce pas? Ce projet est piloté par Dr Fodé Touré. Et donc, lui aussi, on a essayé de regrouper tous les professionnels de IT pour essayer de voir surtout avec cette question d'intelligence artificielle et de blockchain. Nous avons vu comment nous avons développé un modèle qui nous permettrait
en un temps record de faire de la Guinée le pays le plus alphabétisé de l'Afrique. D'accord? Comment faire en sorte que cette intelligence artificielle puisse réellement être au service de l'éducation, à travers une réforme de l'éducation qui fait que l'école guinéenne ne soit pas simplement une usine pour produire des chômeurs, mais que l'école guinéenne soit vraiment une usine pour produire, n'est-ce pas, des acteurs productifs à la société guinéenne, hein, et qui répondent aux besoins du pays et aux exigences du développement, etc. Donc la liste, elle est longue. Hein. Oui, non, Monsieur Bad, puisqu'on a une contrainte de temps, ce que je vous proposerai, ce sera justement dans une autre émission de parler justement de ces actions, de ces projets. Et si vous permettez, je vais juste donner un exemple concret pour que vos auditeurs puissent avoir une certaine idée. Hein. Pour ce qui est du projet, c'est pourquoi nous avons hâte vraiment que le pays soit sur les règles et que nous puissions vraiment engager ce débat national parmi tous ceux qui aspirent à diriger ce pays, parce que nous le croyons, hein, ce n'est pas une prétention, ce n'est pas un complexe de supériorité, mais nous sommes persuadés que nous avons le meilleur projet, nous avons les meilleurs programmes politiques de la Guinée, de l'indépendance à notre jour. Donc, je vais simplement prendre un exemple pratique, parce que pour certains, on a dit beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, peut-être ils diront qu'ils n'ont pas totalement bien cerné ce que le MAD compte faire. Prenez par exemple le domaine de la santé. Juste un exemple simple par rapport à cette question de santé. Voyez-vous, nous avons pris les données de l'Organisation mondiale de la santé. Sur la base de ces données, lorsque vous regardez les taux de mortalité maternelle en Guinée, qui sont sur un ratio de 50-30 décès pour 100 000 naissances, ils ont estimé qu'environ 6 femmes meurent par jour en Guinée en accouchant. Okay? C'est-à-dire, sur une moyenne de 7 jours, nous perdons 42 femmes. Chaque semaine que Dieu fait, nous perdons 42 de nos sœurs, 42 de nos femmes, 42 de nos mamans, de nos filles, n'est-ce pas, suite au processus d'accouchement. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Parce que le plus souvent, c'est des erreurs qui peuvent être évitées. Et donc, nous avons dégagé un plan d'action pour réduire cela au plus minimum possible. Ça, c'est un. Deux, au niveau de la mortalité de façon générale, les principales causes de décès, toujours au niveau de la santé, lorsque vous regardez les statistiques de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les maladies infectieuses et parasitaires comprennent, c'est-à-dire notamment les maladies du paludisme, la tuberculose, le VIH-Sida, la diarrhée, la rougeole, la méningite. Ces maladies sont responsables de la moitié des décès en Guinée. C'est-à-dire, prenez simplement le paludisme. Chaque semaine que Dieu fait, le paludisme tue en moyenne plus de 212 Guinéens. En moyenne. Wow. C'est-à-dire que ça c'est plus que le massacre qu'on a connu au 28 septembre 2009, où on a eu 140 et quelques. Imaginez si chaque semaine, on reproduisait ce massacre-là. Mais ça allait choquer la conscience collective du peuple. Les gens allaient dire que non, il faut que ça s'arrête. Donc, je veux que les Guinéens comprennent que le paludisme fait la même chose, fait les mêmes dégâts chaque semaine. Et donc, nous avons dégagé un plan d'action comment éradiquer le paludisme en 6 à 12 mois en Guinée. Complètement comment l'éradiquer. Et en nous inspirant des modèles concrets qui ont réussi ailleurs. Donc, il y a beaucoup d'exemples spécifiques de ce genre, de façon ciblée, de façon pratique, qui touchent tous les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, l'industrie, les services. Tous les domaines, nous avons des choses très, très ciblées, des projets, des indicateurs de performance, les sources de financement, le temps que ça va prendre pour que le programme soit déployé, etc. Et donc, c'est quelque chose de très, très précis, mais il faudra peut-être une conférence de presse pour aller dans les détails et en profondeur par rapport au projet que nous avons pour la Guinée. Bien. Monsieur Baldé, dites-moi, aujourd'hui, si le MAD arrivait au pouvoir en Guinée, quelles seraient vos priorités? Un peu de mots. Alors, c'est une excellente question. Je vais vous dire qu'en Guinée, d'abord, tout est prioritaire. D'accord? Tout est prioritaire. Mais nous avons identifié ce que nous appelons les 5 grands axes, les 5 grands piliers, disons 7. C'est un nombre de 7, mais 5 essentiels et puis 7. Et il y en a 2 autres qui font 7. Et je vous les cite très rapidement. La première des priorités, parmi les 7,
piliers d'abord, ce n'est pas forcément dans cet ordre, mais voici les priorités. Un, c'est la bonne gouvernance. D'accord? La bonne gouvernance, ça, number one. Bonne gouvernance, deuxièmement, c'est l'état de droit. OK? Troisièmement, c'est le respect des droits humains. Quatrièmement, c'est la valorisation du capital humain. D'accord? Cinquièmement, c'est la question des infrastructures. Et au niveau des infrastructures, nous avons les infrastructures et les suprastructures. Nous irons en profondeur sur ça à un moment donné. Le sixième volet, c'est la préservation de l'environnement. Et le septième, c'est la question de sécurité et de défense. Pourquoi les questions de bonne gouvernance, d'état de droit, de respect des droits de l'homme et de la valorisation du capital humain? Je vais vous dire le pourquoi. Parce qu'en réalité, en Guinée, tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont les Guinéens ont besoin et tout ce que l'État devrait faire, c'est de créer l'environnement favorable, un environnement favorable pour l'épanouissement intégral du citoyen. Est-ce que vous voyez? Si l'État parvient à créer ces conditions, mais vous allez voir le Guinéen lui-même va produire. Le Guinéen, il est créatif. Le Guinéen, il est courageux. Le Guinéen, il est ambitieux. Le Guinéen, c'est un génie potentiel exceptionnel. Nous croyons à cette capacité extraordinaire du peuple de Guinée à s'inventer et à inventer des choses exceptionnelles. Mais nous n'avons jamais eu le cadre qu'il faut pour que ces Guinéens puissent vraiment prospérer de la plus belle des manières. Et donc, en ayant ce principe de la bonne gouvernance, axé sur ce qu'on appelle la transparence, la responsabilité et la participation, nous allons non seulement créer l'environnement interne qu'il faut, mais aussi nous allons attirer les capitaux et les investissements extérieurs. Parce qu'il y a suffisamment d'argent à travers le monde. Je me suis beaucoup exercé dans les questions de mobilisation de fonds, et donc on se connaît très très bien dans ce domaine. Tout ce qu'il nous faut pour être la capitale mondiale, le carrefour mondial des investissements et des capitaux, c'est de montrer que nous sommes un État qui se respecte. C'est de valoriser en fait la signature du pays. Et pour valoriser cette signature, il faut créer ce qu'on appelle la confiance institutionnelle. Et cette confiance institutionnelle-là, c'est à travers la bonne gouvernance, l'état de droit. Lorsque vous mettez les investisseurs en confiance, même les commerçants dans le pays, lorsqu'ils ont la confiance, lorsqu'ils ont la stabilité, lorsqu'ils peuvent se projeter, c'est en ce moment qu'ils vont sortir leur argent des coffres forts, qu'ils vont sortir leur argent des matelas, qu'ils vont sortir leur argent des comptes bancaires pour faire des commandes, des produits pour venir réaliser des choses dans le pays. Mais lorsqu'il y a la peur, lorsqu'il y a l'incertitude, lorsqu'il n'y a pas de confiance, tu ne sais pas à quoi t'attendre, c'est difficile de prospérer, c'est difficile d'investir, c'est difficile de créer. Alors, pour libérer les énergies de ce peuple, il faut réunir ces éléments-là. La bonne gouvernance, l'état de droit, le respect des droits humains, la valorisation du capital humain. Parce que, encore une fois, tout part de l'homme. Nous devons qualifier la ressource humaine en Guinée. C'est extrêmement important. Et nous avons un document de près de 100 pages qui met un accent particulier sur qu'est-ce qu'il faut pour très rapidement, en une période de 1 an, 2 ans, revaloriser le capital humain. Des fonctionnaires aux enseignants, au personnel médical, etc., personnel médical, tout. C'est-à-dire vraiment des formations rapides axées sur l'amélioration des compétences, le renforcement des capacités pour vraiment permettre à ce pays de fonctionner comme une nation qui se respecte, qui est sur le point de bâtir une civilisation qui fera, n'est-ce pas, la fierté de tout le continent. Nous arrivons au terme de cet entretien. Je vais vous poser mes toutes dernières questions. Je vais commencer par un bloc de 3 questions qui vont ensemble. Alpha Kolla Baldé, on le voit souvent avec un bonnet blanc, comme celui de Sékou Touré. Est-ce que c'est une inspiration de Sékou Touré? La deuxième question, Alpha Kolla Baldé est-il Sékou Touréiste? MAD est-il Sékou Touréiste? Je pense que vous pouvez répondre en bloc à ces 3 questions. De manière courte, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, bon, la manière ne sera pas courte comme elles sont 3, mais on va les ramasser parce que vous soulevez une question très, très pertinente et qui ne cesse de revenir en fait. Donc, nous allons profiter pour la soigner proprement. Je comprends, j'ai 2 choses à dire par rapport à ça. 2 choses. Je comprends que certaines personnes perçoivent
beaucoup de ressemblances entre moi et plusieurs figures politiques. Et ça, je parle de façon globale. Et il est important d'abord de noter que la ressemblance ne signifie pas forcément une imitation. Chacun a sa propre vision politique et ses propres valeurs personnelles. Il y a certains compatriotes qui estiment que mon aspect physique rappelle celui du président Ahmed Sékou Touré. D'autres ont eu à me dire que je le rappelle Diallo Telly. De l'autre côté de nos frontières, j'ai des amis sénégalais qui voient en moi des similitudes avec Macky Sall, parce que eux aussi, il semblerait que Macky Sall ne porte que ce bonnet blanc. Tandis que des amis congolais à moi, que je rencontre à Texas ici, ils disent que je les rappelle Mobutu. Donc, chacun a le droit de percevoir ces ressemblances à sa manière. Et moi, je respecte les opinions de tout un chacun. Mais le trait d'union dans tout ça, ce qu'il faut reconnaître, c'est que peut-être ce style d'habillement, c'est un style profondément africain. Et à la période des indépendances, il y avait cette nécessité de réclamation de notre identité africaine qui avait été piétinée par les colons, voyez-vous. C'est-à-dire, les Blancs nous ont montré que même s'habiller, on ne sait pas. C'est à eux de nous dire comment s'habiller. Même manger, on ne sait pas. C'est à eux de nous enseigner comment manger. Même boire, on ne sait pas. Ils sont venus nous civiliser. C'est-à-dire, nos langues ne valent rien. Il faut qu'on apprenne leur langue, etc. Et donc, aujourd'hui, en dépit de tout ce que les colons ont fait en Afrique, les gens qui portent des costumes aujourd'hui, on ne dit pas qu'ils sont en train d'imiter le général de Gaulle ou bien qu'ils sont en train de se comporter comme des Français. Et donc, il faut vraiment qu'on soit décomplexé par rapport à ça. Complètement décomplexé. Ce bonnet blanc et d'autres formes d'habillement que vous voyez, regardez tous ceux qui ont participé à l'indépendance de Diallo Telly, à tout le reste, eux tous, ils portent cela et ils sont fiers d'avoir cela avec le lépi et nos tenues traditionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui résonne en moi et c'est ce qui fait que je porte cela et je porterai cela. Maintenant, je dois avouer que j'ai reçu beaucoup d'attaques par rapport à ça. Beaucoup de personnes, beaucoup de cadres, surtout du côté de l'Europe, il faut que je précise, ont eu à m'appeler pour dire on vous apprécie, vous êtes intelligent, votre parti est exceptionnel, mais tant que vous portez ce bonnet, on ne peut pas s'associer à vous, on ne va pas rejoindre votre parti. J'ai même eu des médias. J'ai même eu des médias en Guinée. J'ai même eu des médias que je ne vais pas citer ici, parmi les médias les plus puissants en Guinée, qui sont les plus suivis d'ailleurs. Mais récemment, je vois que ça commence à changer. J'ai eu ces médias qui, lorsque nos services de communication les ont contactés pour leur envoyer nos publications, ils ont dit qu'eux, qu'ils ne vont jamais faire la promotion de quelqu'un qui ressemble à Sékou Touré. D'accord? Bon, j'allais les nommer à un moment donné, mais je vois que ces derniers temps, je vois un changement de paradigme à leur niveau. Donc, c'est pour vous dire que j'ai subi beaucoup de choses par rapport à ça. Et moi, je trouve cela, encore une fois, complètement injuste. Il est essentiel de rappeler que je suis un individu unique, avec ma propre identité, ma propre vision pour la Guinée. Je m'efforce de servir cette nation de manière intègre et de promouvoir des valeurs telles que la cohésion sociale, l'unité, la justice, le pardon, la tolérance, etc. Donc, je suis Alpha Kolla Baldé. Ma priorité, c'est de réconcilier les Guinéens et de travailler pour l'amélioration de la vie de tout un chacun. Maintenant, le deuxième volet, très rapidement, qui est important de souligner, parlant du personnage de Sékou Touré. Je voudrais que nos compatriotes comprennent que notre vision, la vision de la Guinée, nous devons dépasser les limites du passé. OK? Oui, le président Ahmed Sékou Touré a marqué notre histoire. C'est une personnalité polarisante. Personne ne peut nier cela. Mais n'oublions pas que nous, aujourd'hui, nous sommes les acteurs du présent et nous sommes les bâtisseurs de l'avenir. Qu'il s'agisse des Peuls ou des Malinqués, nous sommes tous des fils et des filles de la même Guinée. Notre destin commun doit primer sur nos petites différences. Il est inutile de dire qu'il faut choisir entre ressembler à un Peul ou Malinqué, car nous sommes avant tout des Guinéens. Okay? Et c'est cette identité guinéenne qui est un riche mélange de toutes nos ethnies et de toutes nos cultures, c'est ce qui devrait en fait nous unir autour de la table. Je voudrais en Guinée qu'on arrive à un point, à un futur où le nom de Sékou Touré ne divise plus les Guinéens, mais rappelle, n'est-ce pas, l'importance du dialogue, de l'unité et du respect. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain, parce que notre passé a été vraiment, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à régler
Et le plus grand regret même que j'ai par rapport à cette transition-là, j'avais cru que cette transition allait nous offrir cette opportunité de cette réconciliation nationale, de cette restauration de la vérité historique, de la justice transitionnelle, et parachever tout cela avec vraiment une réconciliation nationale où tous les Guinéens comprennent ce qui s'est passé et qu'on situe les responsabilités et qu'on se pardonne, qu'il y ait réparation et que les familles de victimes qui ne connaissent pas où leurs parents sont enfouis, qu'on parvienne à restituer les dépouilles mortelles de ces familles pour que ces familles puissent quand même tourner la page. Ça, c'est ce qui avait été mon souhait par rapport à cette transition. OK? Et donc, en résumé, nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons changer notre attitude par rapport au passé. C'est pourquoi au MAD, nous disons que le passé n'est pas un lieu de référence, c'est un lieu de résidence. Et donc, cette page de notre histoire, nous devons la parcourir, nous devons la lire correctement, pas dans le but de chercher une quelconque vengeance, non, mais tout simplement pour essayer de rétablir ce qu'on appelle la mémoire collective de ce peuple, parce que nous n'avons pas une mémoire collective. Chaque groupe a sa version des faits, chaque groupe dépend la façon dont ils perçoivent les faits historiques, alors que les faits historiques sont têtus. Nous devons avoir le courage de reconnaître ce qui a été positif, nous devons tous aussi avoir le courage de reconnaître ce qui est inacceptable. Tant que nous n'aurons pas la maturité nécessaire pour faire cela, eh bien, nous ne pourrons pas nous tirer d'affaire. Donc, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ça. Donc, pour répondre pour répondre à mes deux dernières questions, vous n'êtes pas sécoutouriste, MAD n'est pas sécoutouriste. Très bien. Voilà. Maintenant, pour cette question, vous allez me permettre, ce n'est pas une acrobatie. Lorsque vous dites sécoutouriste, qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle est votre définition de sécoutouriste? C'est-à-dire que vous suivez l'idéologie de Sékou Touré. La façon dont Sékou Touré a géré la Guinée, c'est comme ça, vous voulez aussi gérer la Guinée. Oui. Bon, si c'est comme ça, vous définissez le sécoutourisme. Je ne suis pas sécoutouriste, le MAD n'est pas sécoutouriste. Je suis guinéiste. Je suis guinéiste, pour utiliser votre expression. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que mon rêve, mon ambition, qui n'est pas une ambition personnelle, mais c'est une mission qui est habitée, animée par une vision. Mon rêve, c'est de réparer la Guinée, c'est de guérir les plaies de cette nation. Je veux incarner toutes les composantes de cette nation, au-delà des ethnies, au-delà des idéologies. Et donc, je veux que les Guinéens qui sont pour Sékou Touré se retrouvent en moi, que les Guinéens qui ont été contre Sékou Touré se retrouvent en moi, parce qu'on ne peut pas nier le fait qu'aujourd'hui en Guinée, nous avons toutes ces composantes-là. Je veux être le trait d'union entre les idéologies, le trait d'union entre les composantes ethniques. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous allez me permettre d'ouvrir ce volet pour vous dire encore une fois, parce que c'est une question qui est permanente et qui revient. Je veux que les Guinéens comprennent une chose. Vous savez, lorsqu'au départ, j'avais eu assez de critiques par rapport à ce bonnet, je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, mais alors là, ça devient autre chose. De l'autre côté, il faut le dire nettement, une grande partie de mes parents, parce que je suis Peul, très très fier de l'être, quand même, certains ont des soucis avec ce bonnet. Et je comprends, parce que nous avons tous des parents qui ont quand même été victimes de ce régime. Et donc, ils ont dit que non, ce bonnet, il faut que tu l'enlèves. C'est-à-dire, tu es Peul, on reconnaît cela, on t'accepte, mais il y a quelque chose qu'on voit en toi, ce bonnet, il faut l'enlever pour que nous puissions être à l'aise avec toi. De l'autre côté, j'ai eu des contacts de certains compatriotes malinqués qui n'ont qu'une seule chose à apprécier en moi, c'est ce bonnet. Ils disent que vraiment, on voit ce bonnet, vraiment, tu es bien, tu es guinéen, tant. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a un militant du parti qui est à Sigiri. Pour noter que Sigiri a été la porte d'entrée de notre parti en Guinée. La première, n'est-ce pas, cellule d'implantation du parti, lorsque nous avons lancé le mouvement, c'est la jeunesse de Sigiri qui s'est emparée de la chose. Donc, le monsieur, il m'appelle, un haut cadre du parti, un jeune très engagé. Il me dit que, Président, je viens de montrer votre discours à une de mes tantes ici, qui est au village. Elle a tellement aimé, elle a dit que vraiment, elle aime votre bonnet, que si vous n'étiez pas Peul, qu'elle allait adhérer dans votre parti. Voici ce qu'il me dit, le jeune. Et donc, je veux que vous compreniez la situation dans laquelle je suis. C'est-à-dire, du côté de ma famille biologique et ethnique, on apprécie ma personne, mais il y a quelque chose qu'on voit qu'on n'aime pas. Ce qu'eux, ils n'aiment pas, de l'autre côté, eux, peut-être, ils peuvent avoir un problème avec mon ethnie, mais ils disent que bon, il y a au moins quelque chose qu'on aime.
Donc, moi, mon travail aujourd'hui, c'est de dire quoi? En disant que je vais continuer à rester, je suis Peul, je reste Peul, je continue à porter ce bonnet parce que maintenant, c'est devenu une image pour moi d'une Guinée réconciliée. Donc, que les deux camps-là apprennent à me regarder comme étant le futur de la Guinée. C'est-à-dire une Guinée qui est réconciliée avec elle-même. Un Peul, prenez-le comme vous le voulez, mais qui n'est pas en contradiction ou bien qui n'est pas en ennemité ou adversité avec des Malinqués. Ou que les Malinqués voient un Peul, qu'il ne faut pas haïr ou un peu, qu'il ne faut pas dire non, tout sauf un peu, etc., des choses comme ça. Et donc, il y a un travail psychologique qui est en train d'être fait et je suis victime de beaucoup de choses, mais je me dis que par principe, je maintiens ce cap-là. Et à travers la pédagogie, on va essayer de faire comprendre aux Guinéens que ce qui est acceptable est acceptable, ce qui n'est pas acceptable n'est pas acceptable. D'une part, je ne prône pas la vengeance par rapport à ceux qui ont subi de l'injustice, mais ceux qui ont aussi été du côté de ceux qui ont fait l'injustice, ils doivent comprendre qu'il y a eu de l'injustice et que cela est inacceptable et il faudrait que cela soit réparé. Donc, je veux incarner cette Guinée réconciliée. Je veux être ce trait d'union-là entre les ethnies, entre les idéologies, entre le passé, le présent et le futur. Voilà un peu le rôle que je veux apporter. Je vous souhaite de réussir, vraiment de cœur, mais c'est un vrai challenge. Et puis, je vous souhaite de réussir. Absolument. Merci beaucoup. Et je compte sur vous, je compte sur vous pour aider à dissiper, n'est-ce pas, toute cette campagne, parce que j'avoue quand même, il y a eu une très grande campagne de diffamation à mon égard. J'entends beaucoup de choses, on me rapporte beaucoup de choses. Je comprends les émotions, je comprends encore une fois ceux qui sont toujours en train de pleurer. L'un de mes meilleurs amis jusqu'à présent, voilà, il avait l'âge de 7 ans lorsqu'il a perdu, lorsque son père a été emporté au Camboiro, la famille n'a jamais su ce qui est arrivé à son père. Et donc, ce sont des histoires qui nous touchent. Nous avons des oncles qui avons vécu tout cela. C'est très, très triste. Et donc, comme je l'ai dit, je ne souhaite pas simplement, je serai ce Guinéen qui va fermer ce chapitre en beauté. C'est-à-dire vraiment permettre à ce que la Guinée puisse nettoyer ce passé, guérir les plaies ensemble, sans vengeance, n'est-ce pas, sans haine, et que la vérité soit rétablie, que les torts, qu'il y ait restauration là où il faut qu'il y ait restauration, et que vraiment ceux qui ont servi ce pays aussi puissent être réhabilités comme il le faut, parce qu'il y a des Guinéens qui sont traités comme des traîtres alors qu'ils ne sont pas des traîtres, etc. Et donc, je veux vraiment être l'un des acteurs avec mon équipe qui allons permettre à cette Guinée de sortir de ça pour se mettre maintenant au travail et compétir avec les autres nations à travers le monde. Monsieur Baldé, s'il vous plaît, en une minute. 3 raisons pour rejoindre le MAD aujourd'hui, pour ceux qui vous écoutent. Écoutez, la raison, elle est très, très simple. Suivez ce que nous sommes en train de dire. Ne nous jugez pas de par ce que les autres ont dit de nous, mais apprenez à nous lire, apprenez à nous écouter. Cherchez à savoir qui je suis et qui sont les leaders qui sont autour de moi. J'ai un passé, j'ai un parcours, je suis issu d'une famille. J'ai géré des communautés ici pendant près de 10 ans. Les Guinéens savent qui je suis. Donc, cherchez à savoir qui je suis, contactez-nous et vous allez voir que, en réalité, nous sommes ce que vous avez attendu. Pas parce que nous sommes venus pour demander à ce que vous nous suiviez, mais nous sommes venus pour vous rappeler la grandeur qui est en vous. Et nous croyons à la grandeur, encore une fois, de ce peuple de Guinée et nous sommes convaincus que notre travail, c'est de créer les conditions pour que vous puissiez éclore comme une fleur et que la Guinée puisse briller de 1000 feux. Et donc, on ne vous demande pas simplement de nous suivre, mais de vous souvenir de ce que vous êtes et de voir le potentiel de cette nation et de vous joindre à nous pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une Guinée véritablement gagnante. Une Guinée qui fera la fierté de tout un continent. C'est la question que je pose souvent aux Guinéens, surtout pendant cette transition. Il fallait noter le CNRD sur 10. Quelle note vous lui attribuez? Écoutez, nous avons déjà noté le CNRD et je veux que les Guinéens comprennent cela. Et c'est important. Si vous me demandez la note, je vais vous dire la note, c'est 0 sur 10. Et je vais vous expliquer. Elle est 0 sur 10, pourquoi? Elle est 0 sur 10, pourquoi? Je vous l'explique. Non, je vous explique. Non. Oui, je vous explique. Non, je vous dis c'est 0 sur 10 la note. OK? Elle est 0 sur 10, pourquoi? Parce que le CNRD est venu nous dire, donnez-nous 3 ans, voici 10 points que nous allons exécuter pour
sortir la Guinée de la transition, atterrir à l'aéroport de la démocratie, et nous allons maintenant être un pays de, une terre promise de travail, de justice et de solidarité. Ils nous ont donné 10 points sur lesquels on doit les noter. C'est eux-mêmes qui nous ont donné ces 10 points, ce n'est pas Alpha Baldé. D'accord? Nous sommes d'accord. Et donc, 10 points en 3 ans. Nous sommes à la 4e année, aucun des 10 points n'a été achevé. Donc, en tant que professeur, vous donnez quelqu'un 10 problèmes à résoudre, et maintenant, aucun problème n'est résolu, mais quelle est la note? C'est 0 sur 10. Maintenant, certains disent, ah, écoutez, M. Baldé, et les infrastructures. Je comprends. Les infrastructures, c'est une bonne chose, mais je reviens encore. On vous amène pour faire un examen. Oui, j'en viens. On vous amène à l'école pour faire un examen, un test d'économie. Le sujet, c'est l'économie, on vous donne le sujet à traiter. Mais vous êtes un excellent physicien. Vous avez toujours été excellent en physique. Au lieu de résoudre le problème de l'économie, vous venez, vous faites une démonstration de la physique quantique. C'est formidable, vous êtes beau, c'est beau, mais lorsqu'on va vous noter, on vous donne 0 parce que vous êtes hors sujet. Vous n'êtes pas venu pour démontrer votre compétence en physique quantique. On vous a donné un sujet à traiter. Et donc, pour ce qui est de la transition, le CNRD, c'est 0 sur 10. Maintenant, ce qu'ils ont fait, ça ne relève pas d'une transition. Ça ne relève pas d'une transition. Il faut qu'on soit très très clair. Si vous me posez la question pour dire, comment jugeriez-vous le CNRD si le CNRD était dans un régime normal, j'aurais peut-être une réponse différente. Mais pour ce qui est en train d'être fait, ils sont hors sujet. Et tout ce qui a été fait là, encore une fois, c'est une politique. La politique, c'est quoi? C'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucun autre argument. Ils n'ont pas d'argument pour confisquer le pouvoir que de montrer des réalisations pour dire, à cause de ces réalisations-là, permettez-nous de violer la loi. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et je vois des Guinéens en train de s'emballer dans ça. Et Nawalife go, et Nawalife de, walo ahawalidano. Mais quand même, qu'on arrête de se foutre de notre intelligence. D'accord? Une violation de la loi, c'est une violation de la loi. On applaudit les infrastructures. Félicitations au général pour les routes et les ponts. Ça arrange la Guinée. Nous allons tous utiliser cela avec satisfaction. Mais cela ne lui donne pas le droit de violer la loi. Cela ne lui donne pas le droit de faire le parjure. Et comme je l'ai dit, le parjure, c'est un crime. Donc, il ne faudra pas qu'il y ait de la confusion là-dessus. Aucune macanéranisation ne peut, en fait, aucune acrobatie ne peut changer cela. S'il décide de violer son serment, de violer la loi, il aura violé la loi, même s'il fait des gratte-ciel. Ce n'est pas comme ça qu'on construit une nation. On construit la nation sur la base de la confiance. Et en montrant que s'ils décident de ne pas respecter leur engagement, même les partenaires étrangers sauront qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Donc, lorsque l'extérieur sait que vous-même, vous n'aurez pas vos engagements, vous pensez que ces gens-là vont s'engager à venir construire ce pays? Jamais, ça ne se fera jamais. Donc, je veux que les Guinéens comprennent. Je ne suis pas contre le CNRD, mais je reviens encore, ce qui est en train d'être fait, c'est hors sujet. Le sujet, c'était la transition, c'était de nous doter d'un état de droit, de nous aider à avoir des institutions fortes. Ce sont ces choses qui sont le soubassement du progrès. Et sur ça, ils ont 0 sur 10. Point. Merci. Merci Alpha Kolla Baldé d'avoir répondu à cette invitation. C'est fait un plaisir. Le plaisir est partagé. Merci à vous.